Merci donc à Marcel Cavanda d'avoir introduit cette seconde table ronde. Il a raison, le temps court et nous sommes déjà en retard sur le programme. Donc moi aussi je vais demander aux intervenants d'être très stricts avec eux-mêmes et je le serai avec eux dans toute la mesure du possible. Le thème de cette seconde session, de cette seconde table ronde, souvenirs et lieux de mémoire, inscription de la commémoration dans l'espace public. Et c'est pas pour rien sans doute qu'elle arrive, que cette thématique arrive au milieu de ce colloque en trois sessions, parce que évidemment cette thématique est centrale dans la perspective donc de l'obtention d'un lieu de mémoire dédié aux victimes du génocide des Tutsis rwandais, donc ce projet d'un lieu de mémoire parisien. Et en effet donc la question maintenant c'est d'y réfléchir de manière vraiment frontale, donc avec l'ensemble de nos intervenants. Alors on va peut-être se tasser un petit peu, mais on va trouver une chaise, on va trouver un micro, on va trouver tout ça. Hein? Je propose donc, sans plus attendre, de donner la parole dans l'ordre, sans doute, des intervenants qui sont sur votre programme, donc à Claude Ampel, donc président de la commission du souvenir du CRIF et directeur des cahiers Bernard Lazare, donc pour un exposé peut-être d'une dizaine de minutes, pas plus, on peut essayer de le contracter un petit peu plutôt qu'on ne le dilate. Même moins que 10 minutes. Merci beaucoup. Bien, je voudrais revenir sur les 12 interventions de la table ronde précédente, celle de M. Alain Girisciuti, qui a présenté des similitudes avec le travail de la mémoire de la Shoah que nous effectuons tous et qui a pointé les dangers d'un négationnisme, le négationnisme qui n'est pas uniquement celui venant de pseudo-universitaires, mais c'est un négationnisme qui se manifeste dès les classes primaires ou celles du collège, parmi les élèves qui viennent d'autres cultures, et je crois qu'il y a un travail sur le plan de l'éducation à fournir. Je représente non seulement la commission du souvenir du CRIF, et je voudrais saluer la présence de deux éminents membres de cette commission, Charles Baron, qui est un inlassable témoin, qui va dans les collèges, dans les lycées, qui porte la parole de la déportation, mais également Rachel Shegam, qui est au premier rang, qui est une résistante et journaliste, qui fait partie également de notre commission. En ce jour-là, la France commettait l'irréparable. Nous qui défendons la mémoire de la déportation des Juifs de France, nous connaissons ce discours fondateur du 16 juillet 1995, survenant 50 ans après le retour des 2500 survivants des camps nazis. Rappelons que 75 000 Juifs furent déportés de France. Je ne fais pas d'éloge politique particulier, mais je sais d'être juste. C'est Jacques Chirac qui prononça ces paroles. Il fut le premier président de la République à reconnaître la responsabilité de la France, certes collaborationniste, celle du maréchal Pétain, dans le processus de la Shoah. Le président Chirac proclamait tout haut ce que d'aucuns occultaient. Ce sont bien des policiers et gendarmes français qui ont fait le travail et non les occupants nazis dans la rafle de juillet 1942. Après la libération, après le choc subi par l'ensemble des Juifs de France, soumis aux lois antisémites de Vichy, et le retour des déportés, le travail de mémoire connaissait ses premières manifestations. Des intellectuels français, parmi lesquels Léon Pougatch et le philosophe Vladimir Jankélévitch, avaient dans leurs écrits dénoncé le procès nazi et condamné la collaboration. Les premiers témoignages sortaient en librairie. Parmi ces écrits, un grand nombre étaient en langue yiddish. Certains n'ont pas encore été traduits. Récemment, Rachel Hertel a traduit un témoignage très émouvant. Mais, tout comme pour Primo Levi, il a fallu attendre un nombre d'années avant que l'opinion publique et les pouvoirs publics ne prennent conscience de la souffrance des survivants des camps et celle des enfants devenus orphelins. Je rends ici hommage aux anciens déportés, hommes et femmes, réunis au sein de plusieurs associations qui, prenant au mot l'injonction
Zahor, souviens-toi, se réunirent chaque année à l'angle de la rue Nélaton et du boulevard de Grenelle, à l'emplacement du Veldiv, où, durant la rafle des 16 et 17 juillet 1942, furent parqués environ 13 000 juifs, hommes, femmes, enfants, avant d'être transférés à Drancy et dans les camps du Loiret, qui furent des antichambres d'Auschwitz. Dès 1946, une poignée d'anciens déportés réunis autour d'Henri Bulavko rendirent hommage aux Juifs déportés avec la complicité du régime de Vichy. En 1984, le président Mitterrand, qui fut hué à cause de sa proximité sans doute avec Bousquet, décida de promulguer un décret qui fut de cette journée qui était organisée par des associations juives, la journée nationale contre les actes racistes et antisémites et celle de l'hommage aux justes. Il était très important de faire entrer dans la sphère publique les justes, et je pense que dans ce qui nous réunit ici, à savoir la tragédie des Tutsis, il serait certainement important de souligner le rôle des justes Tutsis, si bien entendu ils existent, et leur rendre hommage pour l'avoir sauvé des Tutsis. Le mot rafle Veldiv a disparu du libellé et le président Mitterrand ne souhaita pas reconnaître la responsabilité de la France, la justifiant par la posture gaullienne. La République fut mise entre parenthèses. Au travail intense de mémoire initié par Henri Bulavko, à qui le Cercle Bernard Lazare rendra hommage le 22 novembre, et de ses camarades de déportation, s'additionne le travail de Serge Klarsfeld, qu'il faut rappeler, président des filles et fils des déportés juifs de France, lui-même fils de déportés. C'est à Serge Klarsfeld que l'on doit la conceptualisation du mémorial du Drancy récemment inauguré par le président François Hollande, conçu par l'architecte suisse Diener. Ce mémorial situé dans le 9-3 est à vocation pédagogique. Puisque nous avons évoqué Drancy, je voudrais saluer la présence dans cette salle de Cécile Clairvaux, qui a réalisé un magnifique document qui s'intitule « Drancy, dernière étape ». Je voudrais également, puisque nous parlons de travail de mémoire, mais au travail de mémoire, au témoignage s'associe bien entendu le travail fait par des historiens, nombreux historiens français que je ne vais pas citer. Je citerai par contre des historiens nord-américains tels Paxton, Marius et Hilberg. Mon propos, peut-être un peu succinct, a pour objectif de mettre en relief la synergie indispensable pour créer un socle de mémoire. Tout d'abord, des initiatives individuelles relayées par des réseaux associatifs qui alertèrent les pouvoirs publics pour acter et commémorer les différentes étapes de la tragédie des Juifs de France. Par décret, nous, la Commission du souvenir du CRIF, sommes associés au ministère ainsi à la présidence de la République pour la mise en place de la commémoration annuelle de la rafle du Veldiv. Ainsi, le 22 juillet dernier, le président François Hollande a inscrit son discours dans la tonalité de Jacques Chirac. Les commémorations, les dévoilements de plaques sur les façades des établissements scolaires, qui fut un travail immense pour récolter les noms des enfants qui ont été déportés, est-ce suffisant? Un récent sondage a démontré qu'une grande proportion des élèves de France ne connaissaient pas l'histoire du Veldiv. À ce sujet, le ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, et le président de la République ont affirmé dans leurs discours respectifs le rôle primordial de l'enseignant de l'histoire de la Shoah à tous les élèves de l'école de la République. Ainsi, nous pourrons en quelque sorte lutter contre ce que nous avons appelé, certains ont appelé, les territoires perdus de la République. La vérité s'est mise en marche et rien ne l'arrêtera, a proclamé en visionnaire Émile Zola lors de l'affaire Dreyfus. Je voudrais ajouter un mot, c'est que si je représente ici le cercle Bernard Lazare, ceux qui défendent la cause arménienne savent le rôle qu'a joué Bernard Lazare pour défendre les Arméniens.
bien avant le grand génocide, et que sa parole n'était pas suffisamment entendue. Donc, c'est cette exigence de vérité qui a conduit des hommes et des femmes survivants de la Shoah dans la revendication de la reconnaissance par l'État, par la France, des fautes commises. Gageons qu'il en sera de même dans le processus de la reconnaissance des responsabilités dans le massacre des Tutsis et dans l'hommage dont j'ai parlé, qui devrait être rendu à ceux des Hutus qui furent des justes à leur manière en protégeant des Tutsis, ennemis désignés, selon la formule de Carl Schmitt, juriste nazi inspirateur des lois de Nuremberg. Je voulais également souligner ce que a dit Jacques Fredge, le directeur du mémorial de la Shoah, que pour la communauté juive de France, il était important de marquer sa solidarité en organisant au sein du mémoire de la Shoah une exposition et un nombre de débats avec les survivants des Tutsis. Et je me souviens d'une jeune femme dont je ne me souviens plus le nom, qui nous a émus par son témoignage. Donc la France, et j'en termine, nous le savons, nous le déplorons, n'a pas été à la hauteur du message humaniste qu'elle est censée de véhiculer à travers le monde. Liberté, égalité, fraternité. La France a fermé les yeux sur ce génocide sans pareil en cette fin écoulée du XXe siècle. Le plus jamais ça, scandé par les victimes du nazisme, est donc resté lettre morte, une fois de plus, une fois de trop. La tragédie du peuple Tutsi nous a montré le visage de la barbarie génocidaire sur un autre continent, celui de l'Afrique, qui devrait, selon moi, se mobiliser face aux guerres meurtrières, ethniques et religieuses qu'il a soutenues. Monsieur le Président Kabanda, Monsieur l'Ambassadeur, dans le noble combat que vous menez, la France doit assumer sa responsabilité. Le mémorial que vous réclamez devrait être même dupliqué à travers le monde, comme cela fut le cas pour la Statue de la Liberté érigée par le Français Bertoldi. Dans la démarche humaniste que vous avez engagée, la Commission du Souvenir sera à vos côtés. Merci.